Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Ce qu'il fallait démontrer, qui est de retour après un moment de pause. Ce qu'il fallait démontrer, vous le savez bien, c'est une émission hebdomadaire d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes donc de retour avec une actualité assez fournie. Anissé Kalosoke, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans l'actualité, justement, c'est déjà cette affaire qui a conduit à un remaniement technique en urgence de l'équipe à Patrice Talon. L'affaire Paulin Akpona, du nom du ministre, de l'ex-ministre de l'énergie et de l'eau, et les limites de la parole publique en tant qu'autorité. Nous allons analyser un peu les différents feuilletons connus par, je dois dire, ce film qui continue, en tout cas, pour sa version judiciaire devant les tribunaux. Il y a aussi l'actualité politique liée aux élections générales et précisément à la présidentielle de 2026 qui s'annonce. Déjà, des candidatures à déclarer, sont-elles sérieuses? Quelles sont les chances de leur prospérité? On va en dire deux mots. Un sujet qui pourrait nous intéresser aussi, ce sont les Vaudounos et Vaudoussi qui sont un peu fâchés dans la République. Ils se plaignent d'être l'objet de dénigrements continuels et quotidiens de la part de responsables des religions dites importées qui les traitent comme les représentants du mal sur la terre. Le décès, la dernière fois, d'une journaliste qui s'était préalablement convertie avant sa mort aux religions vaudou a relancé un peu le débat. On dira deux mots à ce propos. Mais avant, comme c'est une nouvelle saison, on va faire un petit bilan de tout ce qu'on a pu quand même évoquer sur cette tribune-là, Nissi Kalosoke. Le temps est rapidement passé. Hein? Oui, le temps est rapidement passé. Nous avions commencé cette émission il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et oui, c'est vrai, on n'a pas vu le temps passer. On a abordé vraiment beaucoup de thèmes au cours de cette émission. On a analysé presque tous les pans de la vie publique. Et c'est le moment peut-être de remercier les téléspectateurs qui, tout au long de cette saison passée, ont progressivement pris le train en marche et ont fini à un moment vraiment par aimer l'émission au point où, quand elle ne passait pas, il y avait beaucoup de fils, de questionnements. Et nous avions beaucoup de retours qui nous permettaient de nous améliorer. Certains comprenaient que nous étions dans une ligne médiane, en coupant la poire en deux à chaque fois pour que les propositions soient faites de façon à ce que nous puissions tous avancer. D'autres ne comprenaient pas que nous ne soyons pas très critiques vis-à-vis du gouvernement. Incisif et même carrément pamphlétiste, mais nous avons, pour la bonne cause, choisi d'être modérés et de constituer une force de proposition. Et à ce sujet, nous pensons avoir fait beaucoup de propositions sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, sur le plan de la jeunesse, qui a été pratiquement le plat de résistance de tous nos échanges ici. Le système politique, la réforme du système partisan, nous avons parlé un peu de tout ça. Et à chaque fois, nous essayons de faire une proposition. Et de mon point de vue, je pense que c'est ce qu'il nous faut, des propositions. Hein? Se mettre sur des plateaux de télévision pour dire que le gouvernement est nul, c'est un fait. Mais en quoi ça nous avance? Ça ne nous avance pas. Donc, c'est de dire ce qui a été fait n'est pas mauvais, parce que ça a quand même eu le mérite d'exister. Maintenant, voilà comment nous pouvons faire. Est-ce que c'est le rôle du journaliste? C'est ça l'analyse. L'analyse, ce n'est pas de distribuer des mauvais points, de dire que le gouvernement est nul, c'est pas ça, le journalisme non plus. C'est de critiquer l'action et non pas l'homme. Oui, l'action. Mais les propositions, est-ce que c'est un devoir du journaliste de faire des propositions? Ce n'est pas le devoir du journaliste, mais nous avons, nous autres, décidé d'avoir une tribune qui analyse. Et quand vous analysez sans faire de propositions, c'est que vous êtes tout simplement dans la critique. C'est un peu comme si vous faisiez l'opposition à la place de l'opposition. Même si on constate qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a pas véritablement de propositions alternatives venant de l'opposition. Il fallait bien que ça vienne de quelque part. Et nous avons décidé de nous inscrire dans ce registre-là. Et bon, on peut nous reprocher d'usurper, on va dire, une prérogative qui revenait aux hommes politiques. Mais si personne ne propose, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde. Alors nous, au moins, nous avons le mérite de mettre les propositions sur la table pour qu'au moins ça fasse l'objet de débats ailleurs. Même si, par ailleurs, nous sommes d'accord que toutes nos propositions ne sont pas forcément bonnes. Est-ce que vous pensez que ceux à qui vous faites des propositions, ils ont une oreille pour vous?
Ah oui, j'ai le sentiment que oui, parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons pu dire ici et qui ont été corrigées dans le temps. Hein? Par exemple, sur le plan du système scolaire, on a dit 2 ou 3 choses et j'ai eu le plaisir de constater qu'il y a eu des ajustements. Sur le plan de la détention de nos frères qui sont en majorité à Missirité pour des questions de cybercriminalité, on a pensé que bon, on pouvait réformer un peu le système de façon à ce qu'ils puissent apprendre quelque chose pour pouvoir se réinsérer dans la vie. Eh bien, quelques mois plus tard, le gouvernement a sorti une proposition dans ce sens. Bon, donc, ce n'est pas pour dire que c'est forcément nous qui avons fait la proposition, mais c'est pour dire que si tout le monde prenait les problèmes du pays de cette façon et faisait de la critique, certes, mais de la proposition ensuite, dans toutes ces propositions-là, le gouvernement pourrait piocher et faire en sorte que nous puissions tous avancer. De cette façon, gouverner deviendrait facile. Il suffirait d'attendre que les gens vous fassent des propositions pour avancer. Est-ce que gouverner, lorsque tout le monde s'oppose, juste pour s'opposer, est avantageux pour nous? Ça ne nous avantage pas. Parce que lorsque quelqu'un est au pouvoir, il travaille pour nous tous. Si nous renonçons à lui donner les outils qu'il faut pour que nous allons tous aussi loin que possible, c'est nous tous qui stagnons. Nous aurons la satisfaction de dire oui, au moins lui, il n'a pas été aussi bon que celui qui était avant, qui était aussi bon que son prédécesseur. Si pour cette seule satisfaction, nous paralysons le pays, ce n'est pas, il n'y a pas d'amour pour la patrie dans une telle façon de faire. Donc, il faut faire des propositions, même quand on est dans l'opposition, il faut faire des propositions. Je pense que ce faisant, on donne au moins le sentiment aux citoyens qui suivent qu'on a la capacité de faire un peu plus peut-être que ceux qui sont en situation. Donc, si vous ne proposez rien du tout, qu'est-ce que vous venez faire quand vous venez au pouvoir? Bon, donc c'est pour ça que moi je considère que la force de proposition est l'élément, on va dire, de lutte démocratique le plus important. La proposition alternative. Elle n'existe pas. Nous avons essayé de faire autant que nous l'avons pu, quelques propositions pendant tous ces mois, et ceux qui sont aux affaires ont peut-être retenu quelques propositions et en ont fait leur leitmotiv. J'imagine que ça va être la ligne directrice pour cette nouvelle saison. Notre rôle ne sera pas de faire l'opposition à la place de l'opposition, ni de soutenir la mouvance parce que c'est la mouvance. Nous allons toujours rester quelque part au milieu et faire toujours en sorte que la proposition que nous faisons puisse être faite dans l'intérêt du plus grand nombre. Parlons de l'actualité, justement, puisque c'est la tribune dédiée à cela sur Canal 3 à Bénin. On va commencer par ce qui fait un peu, je dois dire, le chou gras des journaux depuis un bon bout de temps maintenant, l'affaire Paulin Akpona. C'est cet ancien ministre de l'énergie et de l'eau, de Patrice Talon, récemment renvoyé du gouvernement pour des propos tenus à Parakou à l'occasion d'un meeting. Il a parlé de milliards de francs CFA siphonnés, alors qu'il fallait quand même les utiliser pour donner de l'eau à boire à des populations. Cela paraissait paradoxal à ses yeux, d'autant plus que celui qui était censé normalement, en tout cas, faire ce travail d'accès à l'eau potable, était quand même un fils d'un territoire qui manquait, je dois dire, profondément et durablement de l'eau potable. Alors, ça n'a pas raté, hein. Sorti du gouvernement, il a présenté des excuses publiques, mais il y a quand même quelques autres éléments qui sont encore, je dois dire, dans l'actualité. D'abord, de façon globale, comment appréciez-vous justement l'irruption de ce sujet et le traitement politique que le gouvernement Talon en a fait? Alors, disons que le ministre Akpona a été extrêmement maladroit. Je dirais même naïf. Parce que sortir ce genre de propos, lorsque vous appartenez à un camp politique, et que même vous avez en face de vous un adversaire politique à affaiblir, il y a des limites à ce que vous pouvez dire. Mais je pense que ce que le ministre Akpona a dit, peut-être lui, en le disant, se disait que bon, c'est pas bien grave. En face, il y a des gens qui sont pas... Quand j'ai regardé le public en face duquel il parlait, c'était un public composite. Il y avait des gens qui, pour la plupart, ne comprenaient même pas français. D'accord? Donc, le message qu'il passait, pour lui, c'était peut-être, bon, on est dans un champ ici, peut-être ce que nous disons n'ira pas plus loin que les quatre carrés dans lesquels nous sommes là. Mais
il y avait à côté de lui le ministre Gbadamassi. Je pense que de toute la polémique qu'il y a eu après, c'est l'élément central. En fait, si le ministre Akpona était allé tout seul faire ce discours-là devant des citoyens, il est fort probable que ça n'ait pas eu le même écho que ce que nous observons aujourd'hui. Parce que le ministre Gbadamassi était à côté. Et que nous savons tous que dans la 8e circonscription électorale où le ministre Gbadamassi se présente, il y a également un adversaire politique qui était récemment ministre de l'énergie, des mines et de l'eau. Donc, c'est à ce moment-là que l'on perçoit la manœuvre politique. Et cette manœuvre politique était tout à fait maladroite, même si par la suite, le ministre Akpona a essayé de corriger en disant « Bon, je m'excuse, moi je parlais tout simplement dans un sens général. » Mais oui, mais dans ce sens général, il a précisé qu'il y a un fils de la localité qui a été en responsabilité. Et précisément à ce poste. À ce poste, et qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, qui avait des ambitions démesurées, qui a travaillé plutôt à détruire le parti, plutôt que. Bon, donc, l'intéressé s'est senti indexé, il ne s'est même pas fait prier automatiquement. M. Adambi a saisi le juge pour que justice lui soit rendue de cette diffamation. Bon. Est-ce que le président Patrice Talon a bien fait après? Oui, absolument. Ah oui? Absolument. C'est quoi? On peut pas faire des erreurs, même quand on est membre du gouvernement. Non. C'est un langage, l'erreur de communication. L'erreur en question remet en cause la lutte contre la corruption. Ah oui? Et a tendance à faire croire à l'opinion que dans cette lutte-là, il y a un peu comme du favoritisme. Oui, mais il a bien dit qu'on a caché cela à Patrice Talon. Et on sait que si Patrice Talon était au courant, eh bien qu'il aurait agi comme il aurait agi. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis que Patrice Talon a bien agi en le sortant. Parce que maintenant, il est au courant. Et la meilleure façon de savoir ce qui s'est passé, c'est d'empêcher qui que ce soit, aussi bien l'ancien que le nouveau, d'avoir interféré dans l'action de ceux qui iront maintenant faire l'investigation pour savoir ce qui s'est passé. Donc, il fallait qu'il soit déchargé pour que la vérité puisse se manifester. Parce qu'on ne convoque pas un ministre tous les jours devant un tribunal, on va vous dire qu'il a l'immunité, ou bien on va vous dire que c'est la haute cour de justice, ou bien c'est ceci ou cela. Mais aujourd'hui, on peut, à partir des enquêtes que peuvent mener les institutions en charge de ces affaires-là, trouver ce qui s'est passé, chercher en tout cas ce qui s'est passé et trouver quelque chose s'il y a quelque chose à trouver. S'il n'y a rien, on nous dira qu'il n'y a rien. Mais moi, je considère que quelqu'un comme un ministre Akpona qui a pris le département en main et qui a eu le temps de voir 2 ou 3 choses, ne peut pas venir sur la place publique pour inventer complètement une histoire comme celle-là de bout en bout. Donc, il y a forcément quelque chose, même si on en a rajouté un peu, ou en tout cas, si... Mais il y a un rapport récemment, je crois, qui a été publié cette semaine même, hein, et qui prétendait que tout était, en griffe, normal dans le département. Mais si c'était le cas, le haut-commissaire à la prévention de la corruption ne se serait pas saisi de l'affaire. Oui, mais il n'a pas encore des éléments. Hein. Je crois que c'est un sujet public. Il s'est dit, bon, allons voir si effectivement il y a quelque chose. Non, mais oui, c'est ça son rôle, en fait. Oui. Donc, oui. Il a créé une commission d'enquête. Mais ce que, personnellement, ce qui me fait avoir des réserves, c'est que cette commission est chargée d'étudier les voies et moyens d'éviter à l'avenir qu'il y ait des actes de corruption. Oui. Mais on ne nous dit pas de manière formelle que c'est pour aller s'assurer qu'il n'y en a pas déjà eu. Oui. Et s'il y en a eu, comment faire en gauche. Voilà. Comment faire en gauche. Moi, j'aurais préféré que ce soit sur ça que le haut-commissaire s'étende, mais je ne l'ai pas formellement entendu dire ça. Démarche, attendons de voir ce qu'il propose et puis on appréciera. Oui, mais est-ce que quelque part, on n'est pas en face d'une guerre de leadership qui aurait pu nous obliger ou nous permettre de nous limiter juste à ça plutôt que d'en faire toute une histoire dans la République? Oui, mais si vous vous limitez à ça, la spéculation va continuer ad vitam aeternam. On en parlera jusqu'à la fin des temps d'une affaire qu'on a cachée, qu'on a couvert,
Donc, à partir du moment où c'est un ministre de la République qui dit qu'il y a eu des malversations, il vient s'excuser en disant non, je parle de l'ancien régime. Oui, mais quand on parle de l'ancien régime, il est rare qu'on soit... Le portrait qu'il a dressé, je ne vois pas qui c'est qui peut Justement, c'est répondre. parce qu'il a dressé un portrait qui laisse entrevoir une personnalité que nous connaissons bien. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, il y a lieu d'aller enquêter pour savoir si c'était de la fabulation, comme il dit lui-même, sans preuve, ou bien s'il y a des faits avérés que l'on tente délibérément maintenant de cacher. Est-ce que sa lettre d'excuse, comment vous l'analysez? Est-ce qu'elle vient vraiment éteindre quelque chose ou répondre à quelque chose? Bon, elle était aussi maladroite que l'acte précédent qui a été la dénonciation. Parce que je ne sais pas à qui il a présenté des excuses. Au chef de l'État, Patrice Talon, dont il met un peu la gouvernance en difficulté, sur laquelle il jette un peu de discrédit. À Sam Madambi aussi, d'ailleurs, dont il remet en cause, je dois dire, l'intégrité morale et la compétence technique à ce poste-là et bien d'autres choses. Je crois qu'il a été Il a essayé de faire amende honorable, oui, de s'humilier et de demander pardon. Oui. On peut lui reconnaître cette qualité-là, d'avoir su le faire publiquement parce que c'est rare. Mais dans le fond, ça ne règle aucun problème. Ça ne peut pas empêcher le chef de l'État d'aller jusqu'au bout des enquêtes. Oui, mais c'est lui-même a dit que tout ce qu'il a dit est une invention. Pourquoi c'est pour ça que je vous dis, une chose est qu'ils le disent et autre chose est que le chef de l'État prenne cela pour argent comptant. C'est autre chose que le président, le procureur de la Criette prenne cela pour argent comptant. C'est autre chose que les autres instances de la République qui sont supposées aller s'auto-saisir déjà de ce genre de choses pour aller enquêter. Ce serait autre chose déjà que ceux-là prennent cette excuse pour argent comptant. Parce que le seul fait de dire cela ne peut pas arrêter une procédure qui doit, à mon sens, aller de fait. La réaction de Sam Madambi? Normal. Normal. C'est une réaction normale. Parce qu'il a été indexé. Et s'il ne disait absolument rien, c'est un peu comme s'il cautionnait tout ce qu'on disait de lui. Et ça, il ne s'en relèverait pas. Même si il n'y avait plus aucune action par la suite pour essayer de l'accabler, pour essayer de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, ça va lui coller à la peau jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il avait l'obligation de relever cela et d'essayer de rester en justice pour qu'on reconnaisse, soit qu'on l'a diffamé ou qu'il y a quelque chose effectivement qui était caché. Peut-être qu'il est sûr de lui. Peut-être que Sam Madambi est sûr de lui et qu'il se dit, quelles que soient les enquêtes qu'ils feront, ils ne découvriront rien me concernant. Bon, mais se taire, ce serait vraiment donner caution. Mais alors, il ne faut pas oublier que nous sommes sur un terrain politique et que les personnes qui ont dit ces choses-là sont ses adversaires politiques et que les militants... Des adversaires politiques ou des amis politiques? Ils sont du même parti. À Dami, Badamassi, à Akpona, c'est le cheval blanc cabré sur fond vert. Lorsqu'on écoute le ministre Akpona, on n'a pas l'impression que ce sont des amis politiques parce qu'il a dénoncé les agissements de quelqu'un qui, au lieu de s'occuper de sa charge comme il se doit, travaille plutôt à détruire le parti. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur du parti que le ministre Akpona est venu exhiber. Mais alors, dès lors que M. Akpona reconnaît publiquement qu'il a raconté des histoires, désolé de le dire comme ça, est-ce que ce n'est pas le lieu aussi pour Adambi de se montrer assez humble et de retirer sa plainte? Certains l'ont suggéré. Il fera face tout le temps à des gens qui feront des allusions et il ne pourra jamais démentir. Il y aura toujours des allusions. Dans ce pays, nous savons tous que c'est parce que tu étais de la mouvance, et que c'est parce que le président ne voulait pas, et que c'est parce que tu es là. Donc, il ne peut pas retirer sa plainte. Mais, entre nous, ce n'est pas la plainte du ministre Adambi qui va donner lieu à une enquête pour savoir s'il s'est passé quelque chose ou non. Au niveau du ministre Adambi, son enquête... ce sera demander à Akpona d'apporter la preuve par rapport à ce qu'il a dit. Et s'il n'a pas de preuve, on dira, bon, vous l'avez diffamé et voilà, vous êtes condamné à ceci, à cela. Donc, on ne rentrera pas dans le fond du dossier. Oui. Donc, Sam Madambi ne court aucun risque particulier
en demandant au juge de rendre justice par rapport à la diffamation. Certains sont allés regarder du côté de Rachid Gbadamassi dès que l'histoire a commencé. Rachid Gbadamassi, pardon, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire? Deux adultes, enfin un adulte qui prend la parole en public, qui dit des choses, qui regrette après. Le Gbadamassi, qu'est-ce qu'il ferait? Non mais, il ne faut pas oublier que c'est M. Gbadamassi qui organisait le meeting. Et que le ministre Akpona est venu juste en appui pour le soutenir. D'accord? Ouais. Et donc, on sait que le ministre Gbadamassi et le ministre Sam Adambi ne sont pas vraiment, n'ont pas, on va dire, les meilleurs rapports par les temps qui courent. Et donc, il y a obligation pour l'un et l'autre de s'imposer au sein de cette circonscription électorale-là, parce que il va y avoir bientôt les positionnements pour les législatives et il faut bien qu'on sache qui est le leader. Donc, il y a un affrontement à Ferré-Micheté, c'est vrai, mais il y a un affrontement quand même pour prendre le lead et montrer qu'on est en avance sur l'autre. Bon, le ministre Gbadamassi, profitant de son nouveau boubou, est peut-être en train d'essayer de gagner le terrain qu'il avait perdu entre-temps au profit du ministre Sam Adambi. Donc, à ce moment-là, il y a de l'adversité et c'est normal que la présence du ministre Gbadamassi, qui par ailleurs organisait l'événement, puisse laisser penser tout de suite que c'est en réalité sur le champ politique qu'on a voulu régler des problèmes en faisant ce genre de déclaration. Mais on a quand même vu qu'il est resté en tout cas dans la mesure et après l'événement, resté dans son silence, même si certains ont appelé justement à le dégommer. Non mais en fait, il n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire. Il pouvait quand même se désoler, que ce soit à son meeting, que se tiennent des propos comme ça, surtout contre un frère. Il a peut-être voulu être honnête et montrer qu'il n'est pas vraiment désolé. Oui, un frère politique, peut-être un frère de sang aussi, parce que tous deux étant du même espace géographique, voilà. Est-ce qu'il est vraiment désolé? Ah mais moi j'en sais rien. S'il n'est pas désolé, pourquoi vous voulez correct et comment est-ce qu'on a de la bonne camaraderie politique, on pourrait aussi faire façon, quitte à ce que dans les coulisses, on se donne les coups de poing qu'il faut correctement. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des limites aussi à la bonne camaraderie. Nous sommes dans une phase de notre vie politique où les camaraderies politiques vont exister de moins en moins. Même au sein de la mouvance présidentielle, bientôt, vous verrez que de façon très ostentatoire, il y aura des petites guerres de leadership de cette nature-là, parce que le positionnement s'annonçant, il faut absolument prendre le lead dans votre circonscription électorale pour être pris au sérieux et en compte. Et là, nous sommes dans la 8e circonscription électorale. Est-ce que cet épisode peut déterminer, je dois dire, d'abord les positionnements au sein du parti BR dans cet espace-là, et puis après, mettons l'issue des consultations électorales qui arrivent dans cette circonscription-là aussi? Oui, je pense que ce serait tout à fait normal. Ce serait tout à fait normal parce que, bon, au sein du BR, il va y avoir peut-être des petites conciliabules pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'un et de l'autre, mais nous savons déjà que le ministre Adambi était en difficulté au niveau même du parti. Et c'est peut-être ça qui a donné le courage à ses adversaires politiques d'avoir fait ce genre de déclaration à son sujet publiquement. N'oubliez pas qu'il a été accusé d'être allé trop vite en besogne, et il a même subi une sanction au niveau du parti politique. Il a été suspendu, etc. La sanction n'a pas été levée. Oui. La sanction n'a pas été levée. Et à partir du moment où la sanction n'a pas été levée, je pense qu'on évolue dans la logique des effets de cette sanction. En tout cas, on verra bien ce que ça peut changer à la physionomie du leadership politique du BR au sein de cette circonscription électorale. C'est vrai que quand on regarde de près, on n'a pas véritablement d'autres leaders, en tout cas qui émergent en dehors des physionomies de proue qu'on connaissait depuis les dernières consultations législatives. On verra ce que ça va donner. Hein. On va garder ce sujet-là à l'œil. On va passer au second qu'on avait prévu quand même, l'actualité politique nationale qui se prépare justement à être davantage dominée par les élections
l'élection générale de 2026 et les attentions sont plus focus actuellement sur la présidentielle. Difficile côté mouvance et opposition, en tout cas officiellement, de désigner clairement quelqu'un pour aller au charbon. On ne sait même pas s'il y aura un mécanisme de désignation ou si on va sortir comme ça les noms d'un chapeau comme avec une baguette magique. Mais au moins, des candidatures isolées s'annoncent. On en a 2 déjà sur la place. Hein. C'est la foire qui commence. On en a même 3. On en a déjà 3. Dis donc, je suis en retard sur l'actualité. On a 3 candidats. Il y a Kémy Séba, il y a... Ah oui, Kémy Séba que j'avais oublié entre-temps. Mais je crois qu'il négociait un peu son... Il est toujours en négociation et je n'ai pas le sentiment que ça lui marche beaucoup. Bon, par rapport à cette dernière déclaration, on a vraiment le sentiment que... Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Bon, ce qu'on retient, c'est que les candidatures isolées et qu'on pourrait peut-être assimiler à l'aventure sont les seules qu'on enregistre pour le moment parce que, entre-temps, la charte des partis politiques a été modifiée, la réforme du système partisan étant passée par là, on ne peut plus être candidat crédible et sérieux si on n'est pas porté par un parti politique. Et ceux qui s'inscrivent dans ce registre de candidats sérieux, pour l'instant, ne se manifestent pas encore parce que le mécanisme, comme vous dites, de désignation, on ne le connaît pas. Peut-être qu'il y en aura, mais tout le monde est dans l'attentisme parce que si le parti ne vous désigne pas, ça ne sert à rien du tout de vous déclarer. Et ceux qui se déclarent aujourd'hui sont ceux qui n'appartiennent justement à aucun parti politique, qui ne sont soutenus par aucun parti politique, dont personne ne pense que la candidature est suffisamment crédible pour la susciter et qui, en réalité, font cavalier seuls, sans un groupe, on va dire, compact et cohérent autour d'eux pour crédibiliser leur candidature. Quand je regarde l'un et l'autre de ceux qui se sont déclarés ici en dehors de Kémy Séba, qui pour l'instant n'est pas encore entré au pays, je ne vois pas d'état-major constitué de personnes connues qui puissent donner le sentiment, tout au moins, qu'il faut prendre au sérieux la candidature de ces personnes. Et par conséquent, je considère que... Je crois que Daniel Etta, il a été, sur l'une des vidéos que j'ai pu voir, à courir les réseaux sociaux, inspiré par un pasteur qu'il bénissait et qu'il proclamait prochain président du Bénin. C'est un groupe constitué et sérieux. Oui, mais est-ce que c'est son état-major politique? Je n'en sais rien. Chacun sait de quelle façon il justifie sa candidature. Lui, je pense que c'est justement peut-être ce pasteur-là qui est l'élément déterminant dans la déclaration qu'il a faite d'être candidat. Et d'ailleurs, quand on lui a demandé récemment s'il avait les parrainages, qui sont la condition sine qua non pour être enregistré comme candidat, il a dit que son Dieu avait les candidatures, donc ça veut dire que lui, également, il les a. Je suppose que c'est le pasteur qui lui a dit que Dieu lui apporterait les parrainages. Bon, donc c'est pour dire en réalité que ces candidatures-là ne sont pas basées sur des éléments objectifs qui nous permettent de dire avec assurance qu'il pourrait compter dans le prochain scrutin que nous aurons. Maintenant, moi je dis que si nous n'avions pas cette réforme du système partisan, la prochaine élection présidentielle aurait peut-être enregistré une 50aine de candidats au minimum. Et à qui, enfin, qui est-ce que ça embêterait? Ça embête, en fait, ceux qui considèrent la démocratie comme une affaire sérieuse. Ce n'est pas une clownerie, ce n'est pas un cirque. La démocratie, c'est vrai, vous avez droit à la parole, c'est vrai, vous exprimez, c'est vrai, mais il y a un minimum de sérieux qui doit garantir aussi la crédibilité de ce que nous faisons. Sérieux... Moi, en 2016, nous avions eu beaucoup de candidatures, n'est-ce pas? Et on aurait pu penser que, bon, c'est pas bien grave. Mais justement, c'est le nombre de candidats qu'il y avait en 2016 qui obligeait à penser qu'il fallait réformer
le système partisan pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Parce que les gens ne sont pas candidats pour être élus. Ah oui? Non, enfin, c'est pas pour être élus. Ils bizarre. savent qu'ils ne peuvent pas être élus. Et pourquoi ils sont candidats et ils dépensent de l'argent? J'ai vu quelqu'un d'entre eux en train de faire le tour du Bénin. Il fait pas ça brûlant un peu du carburant et quelques reliquats de ça Il dans y a sa poche, parfois des juste partenaires dans le monde qui sont susceptibles de financer votre candidature quand vous avez la possibilité de prouver que vous êtes candidat chez vous. Et il y a des gens qui sont candidats pour capter des mannes financières. Il y a des gens qui sont candidats pour mettre ce titre-là sur leur curriculum vitae ou sur leur carte de visite. Il y a des gens qui sont candidats juste pour le fun, juste pour s'amuser. Et qui recueillent 0%, 1%, 2%. Mais quand on est candidat à une élection présidentielle, c'est vrai, on peut ne pas être très performant, mais les scores résiduels dénotent de ce que on s'amuse un peu. On s'amuse un peu. Or, ces candidatures coûtent de l'argent à l'État. Parce qu'il y a des préparatifs à faire au nom de chaque candidat. Oui, mais en dehors des photos qu'il faut mettre des logos qu'il faut mettre pardon, sur le bulletin, je ne vois pas quoi est-ce que ça coûte énormément à l'État d'organiser des scrutins avec 20 ou 50 candidats. Non, non, ce qu'il y a à retenir fondamentalement, c'est que encore que, ils nous donnent de l'argent. Hein? Quand ils paient leur caution et qu'ils ne renissent pas, je dois dire, un certain nombre de points, nous gardons les sous dans nos caisses et ça nous fait du profit. Mais ce que vous feignez de ne pas aussi noter, c'est que c'est du marchandage politique. Et que pour le ralliement au second tour, tous ces candidats-là sont payés et dédommagés par celui qui les... Oui, mais s'ils ne valent rien, pourquoi est-ce qu'il faut aller négocier avec eux? Si je suis candidat, je viens, premier tour, je suis deuxième ou premier, et que quelqu'un a réuni 0,05%, je n'ai pas besoin d'aller négocier avec lui. Il ne vaut rien du tout sur l'échiquier politique national. Il ne vaut rien du tout, c'est vrai. Mais lorsqu'on dit que sur les 30 candidats, il y en a 22 avec vous au second tour, il y a un effet psychologique très important. C'est ça. Il y a un effet psychologique très important. Quand on dit que, vous voyez, vous avez même presque gagné déjà lorsqu'on dit que sur une trentaine de candidats, vous seul, vous avez déjà rallié 22 à votre cause. Vous voyez? Donc, ce n'est pas sur le terrain que ça se passe. Les électeurs sont floués. Les électeurs, ce n'est pas les mots d'ordre de ceux qui vont, de ceux qui leur donnent des consignes de vote, qui respectent forcément. Non. Donc, celui qui va aux élections, et qui sait qu'il ne peut pas gagner, il le fait parce qu'il sait que soit il a de l'argent, soit on lui propose un poste ministériel, et c'est ce qui se passe. Vous verrez bien que quand on finit le deuxième tour, il y en a parmi les candidats qui sont nombreux parmi les membres du premier gouvernement. Vous voyez? Donc c'est du marchandage politique pur. Et ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la proposition d'un certain nombre de projets de société dont nous discutons et qui peuvent nous permettre de construire. Mais ici, il n'y a pas de projet de société. On ne propose rien d'ailleurs. On a juste à dire son nom. Et puis même, comme on en a déjà vu avec M. Edgar Alia et Boni Yayi en 2011, on peut se proposer d'être candidat et puis après, on fait un meeting avec le candidat X ou Y et on dit « je me désiste en sa faveur ». Alors que vous n'aviez déjà même pas ces militants derrière vous. Hein. Mais comme vous faites cette action-là publiquement, ça donne le sentiment à un certain nombre de personnes que le candidat en question gagne de la crédibilité, devient de plus en plus sérieux, et lui, il est prêt à mettre beaucoup d'argent pour avoir ça, et à vous proposer aussi un poste ministériel au cas où, et soit il est reconduit, soit il est élu. Donc, c'est du marchandage politique, et je pense que ceux qui se présentent aujourd'hui ne sont pas dans une autre logique que celle du marchandage politique. Et quand je pense qu'il y a quand même une réforme du système partisan qui met un peu d'ordre dans les critères pour être candidat à l'élection présidentielle, et que malgré tout, nous avons quand même ce genre de candidats, je pense qu'il y a encore peut-être du travail à faire pour vraiment pour assainir complètement le milieu politique. Est-ce qu'on va mettre dans la même catégorie une certaine annonce de Kémy Séba comme étant aussi pas du tout sérieuse? On a quand même que c'est quelqu'un
qui a relativement, en tout cas visiblement, quelques contacts assez intéressants et qui marche sur toute l'Afrique à la limite, avec dans son sillage beaucoup de bruit et de mouvements de foule. C'est quelqu'un qui a commencé à engager en tout cas quelques discussions si les informations que nous avons sont bonnes. On ne peut pas dire qu'il est totalement mettons, plaisantin que de déclarer qu'il veut vraiment être candidat. Non, il ne s'agit pas vraiment de penser qu'il est plaisantin. Il y a des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle au Bénin et il s'agit de remplir ces conditions-là. Il ne s'agit pas de soulever les foules, il s'agit d'avoir les parrainages, par exemple. Et il s'agit de pouvoir se constituer un état-major véritablement solide sur le terrain ici pour installer des cellules reconnues comme telles. Donc, ce n'est pas parce que vous vous baladez et que les foules vous suivent que vous êtes forcément un candidat sérieux. On a vu des gens il est quand même à la tête, il est quand même à la tête d'une organisation panafricaine. Panafricaine, pas béninoise. Très bien connue et qui a une cellule béninoise. Panafricaine, qui a une cellule béninoise. Qui a une cellule béninoise. Qui a une cellule béninoise qui n'est pas véritablement intégrée dans le mouvement politique. On ne les voit pas. Moi, je ne les connais même pas. Alors qu'on devrait connaître l'état-major de Kémy Séba et avoir peut-être la possibilité d'échanger avec eux sur des plateaux de télévision pour savoir ce qu'ils proposent. Bon, mais il s'agit pour Kémy Séba, à la fin, de se faire adouber par un parti politique. Et tant qu'il n'a pas fait ça, c'est une candidature qui ne peut pas prospérer. Est-ce que les nouvelles lois n'endorment pas un peu, je dois dire, l'ambiance politique et électorale? À une certaine époque, on serait déjà dans la transe électorale normalement. Aujourd'hui, on a bien l'impression que les partis, même les partis les plus sérieux, sont comme paralysés, comme timorés, armes aux pieds et attendent, comme qui dirait, un mot d'ordre qui devrait venir du ciel. Nous sommes dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que nous n'avons pas, en 35 ans de démocratie, on n'avait encore jamais vécu un tel immobilisme à la veille d'une élection présidentielle. Mais les raisons pour lesquelles nous faisons cette réforme, je dis non, parce qu'il n'y a personne au Bénin qui n'ait pensé qu'il était nécessaire de faire une réforme. Et si tout le monde a pensé qu'il fallait faire une réforme, c'est parce qu'il y avait des raisons évidentes de vouloir faire. Pas ce genre de réforme qui nous enlève notre fête tous les 5 ans. Je ne sais pas quel genre de réforme les gens voulaient qu'on fasse. Celui qui a proposé ces réformes les a proposées. Et nous faisons une expérience. Les expériences sont faites pour être améliorées. Et il faut commencer quelque part. Moi, je pense que c'était trop facile de dire, bon, on fait les réformes sans jamais rien faire. On a commencé quelque part et on va améliorer. Patrice Talon est en train de faire 10 ans pratiquement à la tête du pays. Quand il aura fini ses 2 mandats, il va partir, quelqu'un d'autre va venir et dans la progression, on finira par trouver le bon milieu pour que nos élections ressemblent véritablement à des élections sincères et crédibles. Parce qu'il y a beaucoup de biais dans nos élections. Et ce n'est pas seulement le fait de brider les candidatures qui est le problème. Il y a aussi que même dans nos mouvements que nous faisions dans comment on dit, les courses que nous faisons au pouvoir et qui permettaient à tous les camps d'être en train de courir dans tous les sens et qui permettaient à tous les citoyens de grappiller par-ci, par-là, il y avait aussi il y avait beaucoup de perversions. Il y avait beaucoup de perversions. Nous n'étions pas républicains. Nous achetons des suffrages, nous vendions des suffrages, et dans une démocratie sérieuse, ça ne saurait se faire. C'est ce que nous faisions. Nous achetons des suffrages et nous vendions des suffrages. Et ça ne peut pas continuer. Ici, on n'a pas encore trouvé une solution à ce genre de problème. Mais pour l'instant, au moins, on a limité le marchandage sur une période un peu circonscrite, qui fait que, bon, on continue de travailler dans le pays en attendant. Et puis, bon, et quand le marché sera ouvert, on verra. Peut-être qu'on ne perd rien au change. Hein. Peut-être que quand le marché sera ouvert, tout s'accomplira finalement comme par le passé. On n'en sait rien du tout. C'est pourquoi je vous parle d'espérance. Je dis, c'est au fur et à mesure que nous verrons. Ce que nous faisions en 1 an et demi, en 2 ans, peut-être que nous le ferons en 6 mois. Et peut-être même davantage que ce que nous faisions par le passé. Peut-être que les hommes politiques seront encore plus
plus virulent que par le passé, parce que là, il faudra s'assurer de l'amitié, de la collaboration, du soutien de celui-ci ou de celui-là. Peut-être qu'on aura un mercato vraiment de plus bel effet Qui sait? dans les mois qui suivent. On ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est vrai, tout est bridé et on a le sentiment, on piaffe d'impatience parce qu'on a le sentiment que ça doit on nous a mis la bride. Je vais revenir rapidement pour une dernière question sur le profil de ceux qui ont déclaré leur candidature, même si on trouve que, en tout cas, du point de vue de la loi et du contexte, ils n'ont pas beaucoup de chance de voir prospérer leurs ambitions. On a quand même souvenance qu'en 2021, on a eu droit à des duos qui sont sortis de nulle part, qui sont allés quand même aux élections, qui ont fait des scores. Donc, il ne faut pas tout de suite dire que ce sont des gens partis pour l'échec ou avec aucune chance du tout. Ceux dont vous parlez avaient un mouvement politique, avaient un parti politique. Non, Corentin Korou et Irénée Agossa n'avaient pas un parti politique, ils avaient un mouvement qu'ils avaient lancé et le récépissé est bienvenu après, je dois dire, la consultation électorale. Bon, mais ils avaient un mouvement sur lequel ils comptaient au moins. Et même s'ils avaient été cooptés, c'est à partir de ce mouvement. D'accord? Je n'exclus pas le fait que parmi les candidats qui se déclarent aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui ont été, on va dire, approchées pour le faire. C'est de la politique. Que ce soit ceux de la mouvance ou de l'opposition, il peut y en avoir qui aient suscité en douce la candidature des personnes qui se présentent aujourd'hui. Parce que quand même, il doit y avoir une raison pour laquelle ils vont à cette aventure. Il doit y avoir un soutien quelque part. Nous ne le savons pas. Mais eux, ils le savent. Il n'est pas exclu du tout qu'on se retrouve avec un Daniel Ida, candidat véritablement adoubé par un parti. Ce n'est pas exclu. Mais pour l'instant, et au regard des textes que nous avons, leur candidature a très peu de chances d'aboutir parce que pour les parrainages, ça ne va pas être facile. Quelqu'un a les siens avec Dieu. J'espère qu'il s'en sortira au moment opportun avec Dieu. On va aborder notre dernier sujet, celui des Vaudounos et Vaudoucis qui sont un peu fâchés dans la République. Ils se plaignent, ils sont l'objet quotidiennement et depuis de longues nuits de dénigrement de la part de responsables des religions importées, qui les traitent d'ailleurs, je dois dire, comme s'ils étaient les représentants du mal sur terre. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est assez curieux. On n'a jamais vu une telle exaspération de la part justement de ces hommes et femmes relevant de cette religion. Oui, c'était une tradition de laisser couler. C'était une tradition de laisser les gens dire. Mais cette tradition découlait du fait que les Vaudounos eux-mêmes étaient dans les petits souliers. Cette tradition découlait du fait que les Vaudounos eux-mêmes avaient du mal à s'exhiber. Mais depuis que de manière très officielle, on les a mis sur la place publique et que de manière très officielle, on célèbre les Vaudou Days, ils ont senti qu'ils avaient désormais un poids dans la société et que à partir de ce moment-là, il y a des choses qu'ils peuvent revendiquer. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le mouvement qu'ils sont en train de faire là et qui a vocation à dire il n'y a pas de religion plus grande que la nôtre. Nous sommes également une grande religion. Il faut qu'on nous respecte. En fait, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas... Enfin, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une guerre, je peux exagérer peut-être, mais une guerre des religions, parce que on connaît, je dois dire, le radicalisme, jusqu'au boutisme de certains, et l'intolérance aussi d'autres. Hein, et quand on sait qu'on a cohabité jusque-là parce que les Vaudounos et Vaudoucis ont souvent laissé couler, maintenant qu'ils se radicalisent entre griffes aussi, on pourrait aller vers le choc des religions. On pourrait, mais nous sommes une société assez curieuse, dans laquelle vous voyez des gens qui sont radicalement, on va dire, des ouailles le matin de leur prêtre ou de leur curé ou de leur pasteur, et qui le soir se retrouvent dans les réunions familiales où on accomplit des rites traditionnels tout à fait normalement. Donc, il y a une sorte de dualité que vivent la plupart des fidèles. Moi, je considère que si aujourd'hui on décidait
de sortir de toutes les églises, de tous les temples, les personnes qui, en dehors des églises, ont des pratiques touchant à nos réalités endogènes. Il y aurait un vide dans les églises. Donc, je vais dire, la cohabitation s'est faite très facilement jusqu'à maintenant parce que chacun, à un moment ou à un autre, finit par reconnaître les mérites de l'autre. Moi, je me souviens que lorsque le pape Jean-Paul II est arrivé, je ne me rappelle plus en quelle année, en 82 ou en 86, je ne sais plus. Je crois que ça doit être sous... Non, c'était la première visite. Il est venu deux fois, hein? Oui. Une deuxième fois sous Nicéphore de Donné Sogo. Ça doit être 93. 93, 92, voilà. Donc, quand il est arrivé, c'est lui qui a demandé à rencontrer les Vaudounos. Parce qu'il a une certaine ouverture d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Assez d'ouverture d'esprit pour savoir que le Dieu dont il est question, partout, est le même. Et que ce Dieu est adoré tout simplement de façon différente. Il les a reçus, et je me souviens des mots qu'il avait eu à l'époque. Des mots pour dire, vous êtes les gardiens du temple. Vous détenez un certain savoir que nous devons respecter. Vous voyez? Et ça me met aussi en esprit le mot d'un ancien recteur de l'université, un ancien recteur de la basilique de Ouidah, à qui on posait la question à cette occasion, enfin, à l'occasion, c'est le journal Le Monde qui en témoignait, qui posait la question à cet ancien recteur de l'université, ancien recteur du moins de la basilique de Ouidah, à qui il disait, mais vous avez été recteur de la basilique. Et en face, juste, il y avait le temple des Pythons. Est-ce que la Vierge Marie faisait bon ménage avec les Pythons? Il a dit, le seul problème de fond que nous avons, c'est lorsque les Pythons quittent leur temple pour venir manger nos poulets. C'est le seul problème de fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan religieux, sur le plan spirituel, nous n'avons absolument aucun problème. Mais pour ça, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Et ce sont les religions qui sont arrivées les premières, les religions du livre qui sont arrivées les premières, l'islam, enfin le catholicisme d'abord, et puis l'islam, qui sont les plus tolérants. Parce qu'ils sont arrivés depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'on ne peut pas effacer complètement le vaudou de l'esprit des gens que nous sommes. Donc il faut faire avec. Et ceux qui sont arrivés plus récemment, il y a peut-être une cinquantaine d'années, les évangéliques sont pour l'instant dans le radicalisme qui consiste à dire ici c'est blanc, là-bas c'est noir. Vous voyez, ce sont eux surtout qui le disent. Et je pense qu'avec le temps, ils finiront aussi par comprendre que nous sommes dans une société où rien n'est totalement blanc ou totalement noir. C'est pour ça que je pense que les vaudouisants, ils ont raison, dans un sens, parce que c'est une véritable guerre, une véritable attaque qu'ils subissent. Guerre de mots. Qu'ils subissent. Mais il faut laisser couler. Pour la simple raison que... Jusqu'à quand, justement? Parce qu'on a l'impression que la pire des choses qui puissent exister, en tout cas, mettons, c'est le vaudou. Et d'ailleurs, on a une image que les gens commençaient par... Les phénomènes nouveaux ont un temps de péremption. Parce que les religions ne remplissent, à ce jour, ne remplissent pas encore la soif spirituelle des hommes. Les religions, quelles qu'elles soient, ne réussissent pas encore à remplir, à combler, voilà le mot que je cherchais, à combler la soif spirituelle des hommes. C'est pour ça que lorsqu'il y a un phénomène qui se crée tout de suite, vous allez voir, tout le monde va se rier là-bas. Quand vous dites qu'il y a un enfant de 10 ans quelque part, quand il fait imposition de main, vos problèmes vous verrez tout le monde là-bas dès demain matin. Parce que les gens sont là où ils sont, mais ils n'ont pas les solutions à leurs problèmes. Est-ce que ce n'est pas de la crédulité tout court ou bon, on est... C'est exactement ça. C'est-à-dire que les questions de foi sont des questions liées au radicalisme. Ce sont les questions de foi qui sont comme ça. Au nom de la foi, il y a des gens qui acceptent de se faire exploser en pensant que c'est Dieu qui a demandé ça. Oui, et qu'ils ont droit à 41 vierges filles au paradis pour... C'est ça les questions de foi.
Donc, il n'y a même pas de débat en réalité qu'on puisse faire dans ce domaine. Mais lorsque ces personnes qui sont dogmatisées n'obtiennent pas satisfaction, il suffit qu'une branche se crée dans leur religion pour qu'ils se ruent tout de suite là-bas. Vous voyez? Donc, au départ, c'était le christianisme. Après, on a eu le protestantisme. Après, on a eu ceci, on a eu cela. Après, aujourd'hui, on a les évangéliques. Et puis, demain, on aura autre chose. Mais au fur et à mesure que ça se crée, les hommes remplissent. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas satisfaction totale là où ils sont, même si ils font semblant, en réalité, de s'accrocher à quelque chose qui n'est pas tout à fait, on va dire, vérité universelle. Mais ce qu'il faut savoir fondamentalement, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on explique à tout le monde, c'est que Dieu est unique. Et que ce n'est qu'une question à la fin, ce n'est qu'une question de médiateur. Si j'ai un procès en cours, quelque part, je peux décider que ce sont les avocats béninois qui sont autour de moi que je choisis pour gagner le procès. Je peux aussi penser que, comme c'est le droit est la chose des Blancs, et que ce sont eux qui ont amené ça, en allant chercher des avocats en France, j'ai plus de chances de gagner. Donc, c'est une question de médiateur. L'essentiel est que chacun trouve ce qu'il cherche lorsqu'il fait ses prières et qu'il fait ses invocations. C'est ça qui est le plus important. Oui. Mais lorsque vous trouvez votre compte, vous n'avez pas à persuader l'autre que le chemin que vous suivez est forcément le meilleur. C'est meilleur pour vous, mais pas forcément pour l'autre. Et surtout, ne pas chercher à le persuader que le sien est le pire des chemins qu'il faut. C'est ça, en fait, qu'il faut professer fortement et dire, même si j'ai satisfaction là où je suis, je ne diabolise pas ce que fait l'autre, parce qu'à la fin, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui reconnaît les siens. Il y a un effet, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, et ils l'ont dit d'ailleurs lors de leur manifestation, un certain dépouillement, je dois dire, des valeurs, richesses et autres éléments qui habillent, je dois dire, le quotidien religieux des Vaudounois. Un dépouillement opéré par d'autres religions et qui remet en cause, je dois dire, la crédibilité à la fin des Vaudounois eux-mêmes. Non, ça ne remet pas en cause la crédibilité des Vaudounois, ça remet en cause plutôt la crédibilité de ceux qui sont obligés de venir puiser dedans pour garder leurs ouailles. Donc, moi, je considère que nous sommes sur une terre et que sur cette terre-là, il y a des valeurs qui sont les nôtres. Quand je prends l'exemple tout simple du cardinal Ganti, je me dis que le cardinal Ganti, aujourd'hui, c'est notre ancêtre, n'est-ce pas? Il a le pouvoir qu'il a d'intercession. Mais nous attendons que ce soit des gens qui se réunissent quelque part dans le monde pour nous dire, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer par le prier et vous aurez les réponses avec besoin. Alors que nous n'avons pas besoin d'attendre ça. Il est notre ancêtre, il n'y a aucune raison pour d'intercéder pour nous. Il a un parcours spirituel. Et ce n'est pas parce que dans ma famille, à moi, des gens ne se sont pas réunis dans le monde pour décider que mes ancêtres étaient puissants, qu'ils ne le sont pas. D'accord? Donc, moi, je considère que chacun a sa manière de percevoir ces choses-là et c'est tout à fait illusoire de penser qu'on a trouvé le chemin à soi tout seul et que le chemin qu'empruntent les autres est un chemin erroné. Adessi Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là, passé de bons moments en compagnie de Canal 3.